Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Maxime à la régie. Bon matin, Maxime. Ah, t'as oublié ton micro ce matin. Voilà. Et également accompagné de Robert Daudin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Afin de discuter, bien sûr, de cette 42e édition des Rendez-vous du cinéma. Rendez-vous de Québec Cinéma. J'étais un vieux, mais t'es pas le seul qui fait ses tambours aujourd'hui. Exactement. Je pensais que tu allais sortir la semaine du cinéma québécois. Et également, et donc, vous venez d'entendre Charles Parisé, responsable de la programmation, et également Valentin Verrier, directeur des Rendez-vous de Québec Cinéma. Salut. Bonjour. 42e édition du 21 février au 2 mars, ça s'en vient. Eh oui, déjà, 42e édition, on vieillit pas mal. Hein? On vieillit pas mal. Bon, bien sûr, pour les gens qui écoutent l'émission, je pense qu'ils sont un petit peu au courant du concept des Rendez-vous de Québec Cinéma, mais peut-être juste expliquer, parce qu'il y a l'effet un peu rétrospectif, c'est de permettre, bien sûr, à des gens de revoir ou de voir, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, certains films de l'année précédente, et également des premières. Exactement. Puis, il y a plein d'événements. Voilà, bon, les Rendez-vous Québec Cinéma, donc, pour le rappeler, on est le plus grand festival au monde à célébrer uniquement le cinéma québécois par une énorme rétrospective des films de l'année, des films québécois de l'année. Et évidemment, on a quelques premières qu'on propose au public, dont le film d'ouverture dont on va parler tout à l'heure, et également un volet professionnel pour notre industrie, pour favoriser les rencontres, favoriser la créativité, le développement de futurs projets. Et bien évidemment, tout un volet événementiel gratuit, donc autour de notre cinéma, mais pour lequel on va aller prendre d'autres arts éventuels. On a des shows, oula, cette phrase, elle est mauvaise. On a des parties, on a des spectacles, on a des sortes de tables rondes pour parler de notre cinéma avec des gens de renom. C'est très varié. Voilà. Vous faites allusion au côté rétrospectif. 2023, c'était une bonne année? Exceptionnel pour le cinéma québécois. Mais est-ce que 24, à la lumière du film d'ouverture, le film d'Anémon et du film de clôture, le portrait de Marcel Sabourin, est-ce que 2024, ça va être une année fertile? On peut toujours avoir des surprises. Toujours, faut jamais faire des prédictions trop tôt. Mais on voit déjà des belles œuvres qui s'en viennent, évidemment, à notre film. Quelques-unes des films de première qu'on a, comme Lucie, Gris et Sophie de Anémon, absolument. Mais on a aussi la comédie musicale des Belles-Sœurs qui va sortir cet été. 1995, le nouveau film de Ricardo Troggi aussi qui s'en vient. Ça va être une année marquante, évidemment, des gros succès populaires qui va attirer les Québécois en salle, j'en suis certain. On est sur une très belle lancée post-pandémique pour le cinéma québécois. Ça a été exceptionnel, notamment cet été, avec le nombre de films qui sont sortis et surtout les entrées en salle de ces films-là ont été incroyables. On pensait que la salle était en train de dépérir et finalement cette année a été la preuve du contraire. Et il faudrait souligner que cette année est une année incroyable pour nos réalisatrices. La plupart des films sortis ont quand même été réalisés par des femmes. Et puis je soulignerais que près des 2/3 des films qui sont donc en compétition pour nos prix principaux, Gilles Carle et Pierre et Yolande Prérault, sont réalisés par des femmes. Donc les réalisatrices, les scénaristes, nos créatrices sont vraiment extrêmement bien représentées cette année. Elles ont fait des œuvres incroyables, puis je pense qu'on peut le saluer haut et fort. Je pense que je suis bien d'accord avec vous, et surtout quand je regardais le programme, ça m'était particulièrement évident au niveau des documentaires. Oui. Tu sais, par exemple, je voyais Roget, Les Jours, Stolen Time d'Hélène Klodowski. Bon, en plus, c'est des cinéastes qu'on a reçus au micro. Alors, je pense à elles spontanément, mais c'est tout de même des films
très, très importants qui ont marqué l'année et, comme vous le soulignez, c'est des réalisatrices qui sont derrière ces œuvres-là. Exactement, puis rappelons que Rojek a été choisi pour représenter le Canada dans la course aux Oscars. Donc, si je me trompe pas, c'est la première fois que ça arrive qu'un documentaire soit choisi par le Canada pour représenter le pays dans la course à l'Oscar. Donc, on peut vraiment, encore une fois, le saluer. Puis, effectivement, on a des créatrices qui font des carrières incroyables et c'est très bien. Parce que les rendez-vous de Québec Cinéma, c'est un peu la fête du cinéma québécois. Absolument. Et vous parliez qu'il y a eu un certain regain, je veux dire, d'énergie, de vitalité envers le cinéma québécois. En tant que programmateur, directeur, quel est votre plus grand défi pour attirer les gens? Parce que, effectivement, on peut bien dire que certains films ont eu une certaine popularité. On aime bien, je veux dire, le cap d'1 million. C'est quelque chose d'un petit peu mythique, là, à travers ce million. On dit, voici, il y a 5 films québécois cette année qui ont dépassé le cap d'1 million. Mais au-delà de ça, notre cinéma québécois est, selon moi, aussi beaucoup plus intéressant à d'autres niveaux. Donc, c'est quoi votre défi, vous, pour aller chercher, je veux dire, ces gens qui, parfois, ont délaissé le cinéma québécois ou voient peu d'intérêt, puis dire, là, venez fêter avec nous. Faites quelque chose. Je veux dire, sortez de chez vous, puis venez voir, finalement, où se trouvent, finalement, les futurs grands réalisateurs québécois ou à travers certains courts-métrages, et ainsi de suite. Là. Alors, un des grands défis, c'est quand même de proposer une plus-value que la diffusion classique en salle ou que les plateformes ne peuvent pas proposer à la maison. Parce que, encore une fois, nous, les rendez-vous, on n'est pas un festival de première, ce qui fait que la plupart des films que nous vous proposons, que nous proposons à nos festivaliers, ils ont déjà joué. Mais effectivement, pour certains, ils ont fait d'extrêmement bonnes entrées en salle, donc on pourrait presque dire que tout le monde les a vus. Ce qui est vrai et faux à la fois. Oui. Enfin, toutes les personnes intéressées par le film les ont vus. Ce qu'il faut que nous, on trouve en tant que festival, c'est une plus-value à la proposition et que le film ne se suffise plus à lui-même. C'est-à-dire que on va vous proposer quelque chose qui va plus loin que le film, que vous ne pourrez pas retrouver dans une salle de cinéma classique ou chez vous. Et ça, je pourrais laisser Charles aller plus loin avec un nouveau volet qu'on a monté qui s'appelle les rendez-vous extra. Oui, c'est... merci Valentin. C'est un nouveau, comme dit, un nouveau volet pour permettre aux gens de donner une expérience vraiment plus approfondie des films. Les rendez-vous extras, c'est des rencontres suite à la projection au film avec des spécialistes, des experts sur le sujet du film. Donc, quand on a une œuvre exceptionnelle qui sort, ça peut permettre après ça de voir à quel point ce film-là est excellent. On va vraiment plonger beaucoup plus loin dans le film. Par exemple, dans le cas d'un film exceptionnel qui est sorti en 2023, Les Chambres Rouges. De Pascal Plante. De Pascal Plante, oui, merci. Oui, il va être question du dark web, c'est ça. Exactement, oui. C'est un film exceptionnel sur plusieurs niveaux. On aurait pu choisir 1001 sujets pour parler comment on va faire pour explorer ce film-là. On a choisi l'angle. Une séance avec Vincent Biron qui nous explique le plan d'ouverture, par exemple. Absolument, oui, c'est ce genre de choses-là, mais on voulait vraiment aller comme genre, comment est-ce que le film parle d'un certain sujet? Et on va dire, OK, on va avoir une docteure en cybersécurité et des spécialistes du hacking pour venir nous parler de ça. Dans le cas du film Richelieu qui parle de la condition des travailleurs étrangers agricoles, souvent qui viennent d'Amérique centrale, qui possèdent des conditions de travail absolument incroyables. Le film le dramatise de façon exceptionnelle. Puis le film va bien plus loin que juste la petite situation dans laquelle il nous présente. Puis c'est fou. Après la séance, ça se doit de dire « Hey, on peut-tu parler de ce qu'on vient de voir? » On va avoir des directeurs généraux de différents organismes qui cherchent à la fois travailler sur le terrain avec ces travailleurs-là et à la fois à changer les lois canadiennes pour améliorer leurs conditions. Et on en a 2 autres avec le documentaire Masté et Vinci qui parle des rénovictions et Rue. Un sujet qui est un petit peu... brûlant, on peut dire. Ouais, j'aime bien le mot brûlant. J'étais plus neutre avec d'actualité, mais actualité brûlante. Ouais, puis surtout que l'évolution a beaucoup évolué depuis la sortie du film, depuis même le tournage du film. On va pouvoir mettre à jour la situation, comment ça a évolué depuis. Et aussi, évidemment, le film Rue,
qui parle de la vie de Kim Thuy, où Kim Thuy va venir parler de sa vie, de l'intégration au Québec, accompagné du réalisateur du film, Charles-Olivier Michaud. Donc, c'est le genre de plus-value qu'on donne au film. On a aussi une séance commenté du film Vampire humaniste, cher suicidaire consentant. Un peu comme si vous écoutez des DVD, souvent il y avait toujours une track. Ouais, quand tu te trompais, je veux dire, de version. Ouais, tu cherches à mettre le film en anglais ou en français, puis à un moment donné, tu pognes la track commentée. Ouais. Ben, elle est assez plaisante à écouter, souvent, puis surtout pour les fans du film. Mais là, on va faire ça, mais en direct. Là, on va avoir la réalisatrice Ariane Louis XVI, la scénariste Christine Doyon et la distribution du film, les comédiens qui vont venir, on va projeter le film et en live, vous allez voir. Ils vont le remixer live. Ben, ça se fait en live avec un micro sur scène. On crée une expérience en direct, en spectacle. Là-dessus, c'est le genre de plus-value qu'on veut donner pour pousser l'expérience du film plus loin. Écoute, il y a beaucoup de courts-métrages. Votre communiqué dit 178 courts-métrages. Oui. Donc, vous accordez beaucoup d'importance parce que c'est là qu'il y a une nouvelle génération qui risque de s'afficher un petit peu. Oui, c'est sûr que la relève est toujours se révèle toujours par le court-métrage, c'est sûr, mais je tiens aussi à dire que des fois, il y a des œuvres exceptionnelles en court-métrage qui sortent de cinéastes plus établis. Par exemple, je peux nommer Faire un enfant d'Éric Boulian, qui il a gagné à Venise, à Locarno, je veux dire, et qui fait vraiment le tour du monde en ce moment. Et, Éric Boulian est un cinéaste assez établi. Puis il veut dire que Mais vous en faites même un événement spécial, le grand tournoi du cours, là. Oui. Ça, c'est nouveau dans le programme? Absolument, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est une façon assez particulière, bien à nous, d'essayer de promouvoir et célébrer l'industrie du court-métrage. On invite l'industrie du court-métrage à venir se rejoindre chez nous et on va venir parler des films, mais on le met sous une forme de compétition pas sérieuse du tout. Oui. Mais c'est une façon pour nous de se faire du fun avec les films, d'en parler et de les célébrer. Et puis, le court-métrage, ça reste quand même un incubateur de talents. Puis nous, au rendez-vous, on veut donner cette place-là à ces talents-là. Et puis, on va citer Invincible, qui est donc nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction qu'on a reçu l'an dernier au rendez-vous. Donc, on salue Vincent René Lortie parce que ce sont ces talents-là qu'on est très fiers de mettre en valeur au rendez-vous. Puis on le voit, il a été diffusé l'an dernier, puis maintenant, il est dans la course pour l'Oscar. Donc on est très fiers. Mais tu mentionnais le côté un peu rigolo, je veux dire, de cette course au court-métrage. Mais effectivement, l'aspect ludique de votre programmation, de l'atmosphère, je pense, de cette fête du cinéma québécois est important. C'est souvent ce qu'on retrouve, on n'a pas parlé, mais les fameux 5 à 7 gratuits, où moi, en tant que professeur de cégep, je vois beaucoup d'étudiants, de jeunes, finalement, assister davantage, je pense, aux 5 à 7 qu'à certains films. Après ça, tu dis, faudrait que tu ailles voir tel film, là. C'est bien de prendre 2-3 bières, mais bon, il y a une projection le soir. Mais au-delà de ça, le fait qu'ils soient sur place, qu'ils puissent rencontrer des gens, de vérifier, en fait, de constater plutôt l'accessibilité, je veux dire, de tous ces cinéastes-là, et quelque chose, je veux dire, pour eux, une expérience. Tu parlais de plus-value. Pour moi, je la vois aussi, la plus-value, dans ce rapport presque au quotidien avec nos créateurs du cinéma. Oui, et la force première de notre festival reste dans son nom. Nous sommes un rendez-vous. On est un rendez-vous, puis c'est un rendez-vous immanquable pour notre industrie, pour sa relève, pour ses cinéphiles, pour nos festivaliers. Et effectivement, on le voit, il y a les rendez-vous gratuits sont extrêmement populaires, surtout pour la relève. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place un nouveau volet qu'on a testé l'an dernier, mais qui cette fois-ci prend son envol, qui s'appelle le Rendez-vous étudiant, qui est un réel festival dans le festival. Donc pendant 3 jours, la première fin de semaine, les étudiants vont avoir le droit à leur festival à eux. Donc c'est 4 projections de films étudiants, mais c'est aussi des classes de maître, des leçons de cinéma, pardon.
c'est le nouveau terme. Donc des leçons de cinéma, des ateliers, des rencontres, des événements brise-glace afin de favoriser les rencontres entre les divers étudiants des diverses écoles. Tout dans le but de leur donner une première expérience de festival et aussi de favoriser éventuellement les rencontres professionnelles pour le développement de futurs projets. Moi, j'ai noté tout de suite les leçons de cinéma. Patrice Vermette, Raphaël Ouellette et Léa Poul. Parce que ça, c'est très concret, parce que dans les 3 cas, c'est des gens qui ont déjà un bagage professionnel important et de pouvoir les questionner sur le terrain de leur pratique et de leurs acquis. Je pense que pour un jeune public, ça, c'est très précieux. Absolument, oui. Et ils ont tous des carrières assez différentes et chacune de ces leçons de cinéma-là va avoir des angles différents. Par exemple, dans le cas de Raphaël Ouellette, on va parler de son cinéma à lui, mais on va voir c'est quoi ses inspirations à lui. Oui. D'où c'est parti le petit gars cinéphile qui commençait à triper sur le cinéma, puis soudainement, cette filmographie-là qu'il a commencé à regarder, puis comment il se l'est construit ensuite dans son propre cinéma. Patrice Vermette, c'est assez rare qu'on prend le temps d'écouter les gens qui font de la direction artistique, alors que c'est absolument essentiel dans l'art du cinéma. Qu'est-ce qu'on filmerait si on n'avait pas de décor, si on n'avait pas de costume? J'ai beaucoup aimé aussi le titre de la table ronde qui est mise en place avec les réalisatrices équitables. Pourquoi toujours Godard, jamais Varda? Ça résume bien le propos avec lequel vont se bagarrer les gens que vous avez réunis autour de la table. Oui, absolument. Mais là-dessus, moi-même, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire, ces réalisatrices équitables qui viennent de se rencontrer chez nous pour parler. Tout à l'heure, on faisait remarquer que 23, ça a été une année où les réalisatrices ont été très présentes. Alors, on enfonce le clou un peu trop, là. Oh, le message est lancé. Le message va être clair, là. Va être clair, hein? Oh, ouais. J'imagine. Je sais pas. Je vais être un peu plus... Baveux. Non. Ouais, un peu baveux. Parce qu'on a vu une évolution avec le cinéma québécois, hein, et dans les rendez-vous. Faut se rappeler que dans les années 80, il y avait ce clivage entre cinéma et vidéo. Hein. Et là, tout d'un coup, on a amené la vidéo et il faut se rappeler, c'est peut-être un peu jeune à l'époque, mais il faut se rappeler que ça avait créé tout un émoi, hein, parce que c'était du cinéma, puis pourquoi la vidéo? On avait commencé par la vidéo d'art, et par la suite, on s'est aperçu que le format en lui-même ne changeait rien par rapport à l'œuvre. Et là, de fil en aiguille, on constate aussi qu'à l'intérieur des rendez-vous, la télévision prend de plus en plus d'importance. Je regarde la programmation et les événements, les séries télévisuelles. Il y a 5 ans, 10 ans, vous aviez programmé quelque chose de cet ordre-là, et là, c'est une sortie publique qui vous disait, attendez, là, je veux dire, il y a le cinéma et il y a la télé, c'est des mondes à part. Et là, je constate qu'il commence à avoir ce genre d'ouverture. La frontière est de plus en plus mince. Les réalisatrices de cinéma s'orientent maintenant très facilement vers les séries, que ce soit des séries télévisées ou même des séries de format court. On voit très bien, pour reprendre les cinéastes de court-métrage, ça arrive qu'ils fassent des cours, des séries. Je pense à Alec Pronovo, par exemple, qui passe de l'un à l'autre. On parlait de Raphaël Ouellette. Raphaël travaille autant à la télévision pour des séries que pour ses longs-métrages. En fait, il fait plus de télévision que de cinéma, si on le voit comme ça, là. Et les scénaristes aussi. On a de plus en plus de personnes qui ne sont plus cantonnées à un seul médium, donc le grand écran ou le petit écran. Et c'est pour ça que nous, au rendez-vous, encore une fois, on accueille tout le monde parce que la série télé est d'ailleurs de plus en plus cinématographique. Donc, pour nous tout naturel que d'accueillir des séries de format court ou des séries télévisées comme avec C'est comme ça que je t'aime, saison 3, dont on va diffuser en première les 2 premiers épisodes. Parce que si on voulait être, un peu baveux, je pourrais dire, ça serait le temps d'aborder directement cette question, parce que là, on en parle, et c'est toujours en huis clos, hein, je veux dire, il y a encore cette,
j'ai pas une tension, mais il y a encore une façon de regarder les gens qui font du cinéma sur grand écran versus ceux qui font du cinéma, je veux dire, sur petit écran. C'est vrai que lorsqu'on parle avec Raphaël ou qu'on parle avec un autre réalisateur, il va dire non, moi j'expérimente à la télévision. Mais de l'aborder de front, de poser la question, de se dire que finalement, ce clivage auquel on a eu droit pendant certains temps n'existe plus. Ce serait un beau sujet, je veux dire, de débat, dans un 5 à 7 ans. Voir qu'est-ce que ça a comme influence sur l'écriture des films ou des œuvres au sens large. Parce que parce que tout de même, les conditions de production, ce qu'on en connaît, sont souvent très, très différentes entre le plateau de cinéma et le plateau de télévision avec la nécessité d'aller vite en affaires dans le cas des séries télévisées. Ça a sûrement une influence sur la façon de dire les choses pour le créateur ou la créatrice qui est derrière le projet. C'est sûr que ça donne pas les mêmes ressources, les mêmes capacités. Évidemment, la forme du médium change beaucoup. Exactement, qu'est-ce que tu peux permettre de raconter. Mais pour nous, je peux dire, chez nous, c'est pas vraiment tant une bataille qu'on se dit, la télé, le cinéma. Évidemment, on a un festival de cinéma, on va célébrer le cinéma, mais une série qui est particulièrement cinématographique, qui a un intérêt, ça reste quand même des images qui bougent avec du son, et c'est des médiums très similaires au final. Donc, pour nous, il n'y a pas de tension. On ne cherche pas à en créer non plus de notre côté. Une question piège, étant donné que... non, mais... Une question baveuse, une question piège étant après, donné... c'est bon. En fait, c'est pas une question baveuse, mais essentiellement, ce que je trouve intéressant, puis je vais te laisser ta question, mais c'est que ce discours, cet échange qu'on a, pour moi, c'est aussi représentatif des rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment où on peut dire les choses. Il y a un espace qui est une dizaine de jours réservé à cette fête du cinéma. Et je pense plus on va discuter du cinéma québécois, plus le cinéma québécois, sous toutes ses formes, là, ou que les images en mouvement font partie de notre réalité culturelle. Totalement, je pense qu'on est assez bon pour ça, pour ne pas avoir peur de mettre sur la table les sujets, qu'ils soient brûlants, qu'ils soient d'actualité, etc. Puis je pense qu'on est un très beau lieu d'échange, les rendez-vous. Et on est un petit peu, peut-être... je ne saurais pas comment le formuler exactement, mais j'ai l'impression que les sujets touchés nous font pas peur, puis je pense que c'est très bon. Et la table ronde sur la cancel culture. Exactement, par exemple. Ouais, on va dire que c'est un sujet vraiment brûlant sur le bout de lèvres de tout le monde. On va y aller, on n'a pas peur. Là, vous m'avez ouvert une porte à ma Il y a sa question qui veut poser. Ma question est tout à fait sur ces terrains-là. Parce que, étant donné que vous avez une position privilégiée parce que vous avez vu beaucoup plus de choses que Guy et moi avons pu en voir au cours de l'année, même si on a tout de même essayé de couvrir, est-ce que vous avez le sentiment, comme on l'a parfois, qu'on fait trop de films au Québec? Parce qu'il y a des semaines, là, c'est impossible. Juste, on passe sur la rue Beaubien, puis tous les panneaux extérieurs du cinéma Beaubien, c'est des longs-métrages québécois. Je dis, mais je peux pas arriver. Et fatalement, on rate des films parce qu'on en a trop. Et on a, en termes de marché, c'est une autre problématique, mais même en termes de rapport aux œuvres, je veux dire, on a une production, 50 longs-métrages cette année, là. Plus ou moins, c'est ça, depuis 2 ou 3 ans, la norme. Puis, si on s'intéresse aux documentaires, il y en a encore plus. Et les documentaires, pour moi, sont aussi importants que les œuvres de fiction. Est-ce qu'on en fait trop? Alors, moi, je pense pas qu'on en fasse trop. Je pense qu'il faut qu'on trouve, par contre, un moyen de permettre à ces films de rencontrer leur public. On fait jamais trop de films dans l'ensemble parce que
tous les sujets sont bons et tous les sujets peuvent intéresser quelqu'un. Le problème, et là où le bas blesse, c'est qu'il faut que ces films-là rencontrent leur public, et je pense que c'est pour ça que les festivals, que ce soit nous les rendez-vous ou les autres à Montréal ou ailleurs, sont un bon moyen de donner de la visibilité à ces films. Maintenant, j'ai une autre question, est-ce qu'on fait trop de films ou est-ce qu'on n'a pas assez de lieux pour les diffuser? Ça amènerait à un autre débat. Non, mais c'est un débat très pertinent. Mais vous avez tout à fait raison de renverser la question. Parce que la question, elle ne se pose pas... parce que la poser comme je la pose, c'est un peu une provocation pour les créateurs. Ils disent comment ils voudraient qu'on travaille moins. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, effectivement... il y a tant de millions de personnes sur notre territoire. Les marchés extérieurs, c'est un défi qui est monstrueux, pas seulement pour nous, pour l'ensemble des cinéastes de la planète. Mais la question est très concrète. Si je fais un film et que ça suppose 3-4 ans de travail et qu'à la fin... j'ai 3 soirs de projection dans la petite salle de la Cinémathèque. Ces 3 soirs-là, je vais être heureux, mais mon bonheur est de courte durée. Oui, mais les films peuvent... Il y a tellement de choses à cette question-là. Il faudrait refaire l'émission au complet. Ouais, on pourrait faire l'émission au complet là-dessus. Non, vous faites un débat au rendez-vous. Mais de un, je peux dire, oui, on fait plusieurs films, évidemment. Les Québécois est aussi varié que son propre cinéma. Chaque film a son propre public. Je dirais que le public de Bernard Raymond n'est pas nécessairement le même que celui de Marie-Lou Wolfe. Donc, on ne parle pas nécessairement des mêmes personnes ici. Et aussi, oui, on est... tu parles des gens dans le territoire, mais les films voyagent aussi. Les films sortent du Québec. Évidemment, on les fait pour nous, mais les films vont évidemment voyager dans le monde. Et notre but, c'est, si on en fait beaucoup, nécessairement aussi, il va en avoir des films de très grande qualité qui vont en ressortir. Plus qu'on en fait, mieux qu'on va en faire aussi, nécessairement. Des belles pépites qui vont en sortir. Et cette année, oui, on en a sorti beaucoup. Mais comme je l'ai mentionné, il y a des cinémas qui ne projetaient que du cinéma québécois. À certains moments, ça souligne que non seulement les films, oui, on en a fait beaucoup, mais on en a fait des excellents pour qu'ils puissent prendre l'affiche sur des très longues périodes. Si c'est ça le résultat, je ne vois pas comment on en fait trop dans ce cas-là. On parle surtout des lieux de diffusion, oui. des lieux de diffusion qui sont physiques, mais il ne faut pas oublier que les plateformes accueillent un très grand nombre de tous ces films qui sont faits dans l'année, qui leur donnent soit leur vie ou une seconde vie. Puis je pense qu'il faudrait pouvoir considérer les codes d'écoute sur les plateformes de ces films-là, parce qu'elles sont tout aussi importantes que celles en salle. Donc voilà, mais vraiment, c'est un débat interminable, je pense. Même m'avait ouvert la porte, parce que tantôt, on parlait que vous n'avez pas peur de la provocation. Et vous avez décidé de présenter une œuvre qui peut être provocante. Voilà, tu me vois venir. 11 jours en février, de Jean-Claude Coulbois, directement associé, je veux dire, à la vie de Claude Jutras. À l'événement Jutras, c'est un film biographique sur Claude. Alors qu'il était refusé dans plein de festivals, alors que vous n'avez pas peur de le présenter. Non, je peux y aller. Non, mais c'est bon, non, mais je peux y aller, il n'y a pas de stress aussi. Parce que si vous ne l'aviez pas présenté, on vous l'aurait dit. On ne l'a pas vu. On l'a pas vu. C'est pas un truc qui était vraiment à notre esprit de ce côté-là. Évidemment, c'est un sujet, évidemment que ça fait mal, mais quand un sujet fait mal, on en parle. Il faut en parler si on veut être capable de le traiter. Puis l'histoire du scandale de Claude Jutras, ça nous marque encore aujourd'hui. Le but du film, c'est pas de dire est-ce qu'il a fait des actes de pédophilie ou pas. Le but, c'est de traiter de comment le scandale s'est produit, qu'est-ce qu'il a alimenté. Le but, c'est de parler de ce moment-là qu'on a vécu en 2016 et oui, puis le film, ouvrir la discussion. Le film pose des questions qui sont plus larges que celles liées à Claude Jutras. C'est un film sur comment une personne peut disparaître du domaine public
en 8 jours. 11 puis jours. En 11 jours, pardon. Ouais, en février. On peut le refaire. Là. C'est Je pense qu'après 2 jours, il était déjà disparu. Mais Oui, c'est un film qui pose la question de comment une personne peut disparaître du domaine public en 11 jours. Puis, avec l'actualité des dernières années, ça aurait pu être sur n'importe qui. Donc, c'est un film qui parle essentiellement de la cancel culture, de comment elle est traitée dans notre société. Dans notre société, ouais. C'est un film qui parle de la cancel culture, comment elle est traitée dans notre société, comment elle était traitée sur cette affaire précisément. Mais il faut le voir au sens plus large que juste sur l'affaire Jutras. Non, puis je suis très heureux que vous le présentiez. Je vais être là pour le voir. Mais quand on parlait, je veux dire, de ne pas avoir peur, de discuter, de provoquer, de créer. On veut pas ça pour provoquer, on pose des questions brûlantes maintenant. J'ai hâte de voir. Ça pourrait peut-être provoquer certains événements, mais bon, j'espère que non. Maxime me dit qu'on a presque dépassé le temps. Faut rappeler, bien sûr, que ces rendez-vous, je veux dire, ont lieu dans quelques salles. On a su qu'il y avait eu des petits problèmes de salles parce qu'au départ, ça devait être au cinéma impérial, mais maintenant, vous avez dû... L'ouverture au Outremont, ça, il faut le signaler. Théâtre Outremont, voilà. C'est un événement historique. Alors, on peut le resignaler. Donc, c'est le film de Anne-Aimon, Lucie Grizzly Sophie, qui ouvrira le festival le 21 février prochain au Théâtre Outremont. Donc, c'est exceptionnel. Je tiens par contre à dire que dans le but d'ouvrir le festival à un plus grand nombre de personnes, ça c'est une grande première, notre film d'ouverture va être représenté le soir de l'ouverture au Cinéplex Quartier Latin. Donc nos festivaliers pourront découvrir Lucie Grizzly Sophie au Cinéplex Quartier Latin le soir de l'ouverture. On ouvre l'ouverture à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers. Et effectivement, ça va être une longue ride, les rendez-vous, puisque au lieu d'être au cinéma impérial, on a dû retrouver tout un tas de lieux récemment. Donc, entre autres, le Théâtre Le National, le Cinéplex Quartier Latin, le Théâtre Outremont, la salle Pierre-Mercure du Centre Pellado, et j'en passe. Le cinéma du musée pour la clôture également. Donc, on va pas mal se promener. Mais c'est bien. Ouais. Mais en fait, il y a plein aussi d'événements dont on n'a pas parlé. Et je pense que la meilleure façon, je veux dire, c'est de venir nous voir. C'est d'aller vous du voir. Du 21 février au 2 mars. Exactement. Ouais. Et également, d'aller sur le site des rendez-vous. québeccinéma.ca. On a aussi une application qu'on vient tout juste de sortir. Donc, vous pouvez aller sur votre Apple, si vous avez ou n'importe quel... Apple Store ou Google Store. Puis vous pouvez télécharger l'application Rendez-vous Québec Cinéma. C'est tout nouveau. C'est dans le but d'être plus vert. Notre historique catalogue n'existe plus. Et maintenant, tout notre catalogue est sur une application mobile. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Merci beaucoup. Merci à vous. Valentin Verrier, directeur de Rendez-vous de Québec Cinéma, et Charles Parisé, responsable de la programmation. Et on rappelle que c'est 42e, c'est quand même un chiffre magique important, 42e Rendez-vous de Québec Cinéma, ont lieu du 21 février au 2 mars. Exactement. Merci. Merci beaucoup.